Donc bonjour à tous, oui, je suis Anaïs Lenot-Bourry, je suis chef de projet numérique au sein des bibliothèques de Rouen. Et donc, alors je suis désolée, je n'ai pas pu participer hier, à la journée d'hier. S'il peut y avoir quelques répétitions, veuillez m'excuser. Mais aujourd'hui, donc, vont intervenir trois personnes. Fabien Biori, qui est responsable de secteur, je crois, à la bibliothèque départementale du Finistère, et responsable aussi de la section images et son. Thomas Fourmeux, qui est responsable du numérique et de la communication à la bibliothèque Louis Aragon à Fontenay-sous-Bois, pardon, et anciennement à la médiathèque Georges Joulinski de Noisy-le-Grand. Et enfin, Dominique Rouet, directeur de la lecture publique de la ville du Havre. Et donc, nous allons aborder les conséquences de la crise sanitaire sur les pratiques numériques des bibliothèques, notamment en se concentrant sur les ressources numériques, sur les ateliers numériques et les conséquences effectivement des relations avec les usagers en matière de numérique, puisqu'on a pu voir qu'il y a eu 2 enquêtes qui ont été menées au mois de mars et au mois de juin par le ministère de la Culture au sujet des ressources numériques et de la fréquentation des ressources numériques durant le confinement. On a pu en tirer les conséquences que les 3/4 des bibliothèques, voire oui, quasiment en fait une grande majorité, parce que certaines n'ont pas pu avoir de statistiques, mais en gros les 3/4 des bibliothèques qui présentent des ressources numériques ont vu leurs chiffres de fréquentation doubler, enfin même tripler en mars, quadrupler en avril, avec ensuite une légère diminution de la hausse en mai, et sachant que le confinement, pour rappel, a pris fin le 11 mai. Ensuite, en juin, la hausse de la fréquentation s'est peu à peu estompée. Donc, on peut penser que oui, les ressources numériques vraiment ont pu bénéficier d'une large publicité auprès du public durant le confinement. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe pour après ? Quelles sont les conséquences pour les bibliothèques ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans le rôle des bibliothèques et dans le rôle des bibliothécaires ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans les relations aux usagers ? Donc voilà, c'est ce qu'on va aborder durant cette table ronde. Je ne sais pas si je laisse d'abord les intervenants se présenter brièvement, même si j'ai un peu présenté leur rôle. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser quelques questions et ça permettra de nourrir le débat. Je commence par, je sais pas, Fabien Biori, par exemple. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors l'exercice de présentation, Naïs, c'est toujours difficile, surtout quand on présente les autres. Alors juste, je rectifie, je m'occupe désormais en fait de tout ce qui est secteur numérique. Alors c'est officiel depuis le 1er septembre. Alors on va dire que c'est pour ça, c'est tout récent. Et j'ai en charge ce qu'on appelle le Pays de Morlaix, donc qui est situé sur le nord-est du Finistère pour ceux et celles qui connaissent. Peut-être juste pour dire 2 mots sur la bibliothèque départementale, pour situer également, donc on a un réseau de 224 bibliothèques. Il y a 277 communes dans le département, avec les missions évidemment habituelles des bibliothèques départementales, la formation, l'action culturelle, l'accompagnement à l'ingénierie, et puis évidemment la desserte documentaire. 34 agents que nous avons et nous sommes 2 donc sur le pôle numérique. Voilà, pour une vive présentation. Je m'occupe du numérique et de la communication au sein de la médiathèque de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, et puis en fait j'occupe ce poste depuis le avril 2021, donc j'ai une évolution sur une vision du moins différente sur la crise sur le poste de la collectivité dans lequel où je suis actuellement. Puis avant effectivement j'étais à Noisy-le-Grand
où là, j'ai pu aussi avoir participé avec mes collègues au sein du développement de l'activité numérique pour maintenir un lien avec les usagers dans un contexte aussi différent, parce que c'était le cadre, le point le plus dur de la crise, quoi, vraiment avec les confinements stricts, etc. Donc on aura peut-être l'occasion de revenir aussi sur l'organisation que ça a nécessité, ce qui en est resté, ce qui a pu changer, ce qui est les réflexes organisationnels qui ont pu être mis en place et conservés après, parce qu'effectivement ça a modifié en profondeur notre façon de voir les choses, notre façon de faire. Des choses ont été pérennisées, mais d'autres, à mon sens, ont changé. Hein. C'est un peu comme de manière générale la question du monde d'après. En fait, on se rend compte que dans la société, on n'est peut-être pas tout à fait encore dans ce monde d'après-crise, et qu'il y a des choses d'avant qui sont encore là. Je pense que dans notre fonctionnement et dans notre façon de travailler aujourd'hui en bibliothèque, c'est un peu ça aussi. Je suis désolée, il y a eu un problème de Wi-Fi. J'ai été interrompue. Je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais voilà, j'ai été interrompue dès que Fabien a commencé à parler. Voilà. Je suis vraiment désolée. Donc je ne sais pas, tout le monde est intervenu là? Pas encore. D'accord. Thomas Formeux est intervenu. Et donc, je prends la suite. Dominique Rouet, je suis le directeur de la lecture publique et accès à la connaissance pour la ville du Havre. Et donc, je dirige le réseau de lecture publique qui regroupe 8 bibliothèques, un bibliobus et 9 relais lecture. Alors, c'est un réseau qui est municipal, hein, on n'est pas communautaire, on est vraiment ville du Havre. Et je ne vais peut-être pas en dire plus maintenant, on va plutôt, je pense, entrer dans la discussion. Oui. Merci. Donc, alors moi, je voulais savoir si les chiffres d'augmentation des ressources numériques dans vos bibliothèques, dans votre réseau, correspondent à peu près à la même tendance nationale. Et si oui, pourquoi? C'est-à-dire, quelles mesures vous avez mises en place pour communiquer sur ces ressources numériques? Quelles compétences, ça fait beaucoup de questions, mais quelles compétences des bibliothécaires cela a-t-il mobilisé? Si on commence par, je sais pas, Le Havre, par exemple. Oui. Alors, effectivement, les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, grosso modo, on s'inscrit au Havre dans cette même tendance, c'est-à-dire qu'on a effectivement un panel de ressources numériques qui sont accessibles par le portail Lire au Havre, et on a connu effectivement une explosion, en tout cas des hausses de l'ordre de 200 à 300% supplémentaires pour ce qui est de nos ressources numériques, en particulier l'offre des films et des films documentaires que l'on met à disposition des usagers. Alors, je précise qu'au Havre, pour consulter les ressources numériques, vous devez être adhérent du réseau et que l'adhésion est gratuite. Donc, on a connu cette forte évolution essentiellement, pas seulement, hein, mais vraiment significative sur l'offre des films mis en ligne. Alors, on propose les ressources d'Arte VOD, mais aussi les yeux doc. Et la conséquence, c'est que l'on a effectivement au début eu une réflexion qui n'était pas uniquement menée par le réseau des bibliothèques, mais au niveau du département culture de la ville, qui était comment garder le lien avec les usagers dans cette période qui s'ouvrait. Et effectivement, très naturellement, l'offre numérique a été pour nous sans doute un des liens privilégiés. Et on a, avec l'aide active de la direction de la communication, essayé de mettre en valeur, enfin, on a essayé de saisir cette opportunité de cette période un petit peu qui était inédite pour tout le monde, de mettre un coup de projecteur sur nos ressources, dont on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas si connues que ça. Donc il y a eu finalement un aspect assez positif dans tout ce marasme qui a été un coup de projecteur. Et donc effectivement, la communication est passée par différents liens, par différents biais, les réseaux sociaux, le portail, mais aussi les magazines municipaux qui ont fait un article spécial. Enfin, voilà. Peut-être que
la conjonction de tous ces biais de communication, on ne les aurait pas eu si facilement en temps habituel sur ce type d'offres. Donc voilà, dans le marasme, il y a eu quand même des points positifs de ce point de vue-là. Et si je ne voudrais pas peut-être en dire trop sur la suite de la discussion, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Donc effectivement, il y a eu un tassement, mais pas tant que ça. Et sur l'offre de documentaires, on est sur des échelles qui sont... Alors, j'ai pas le chiffre exact là à vous donner, mais en tout cas, la tendance est, à mon avis, le plus intéressant. On est encore sur une permanence d'une offre, par exemple, d'une demande assez importante en termes de films documentaires. Donc, c'est pas retombé à l'état de avant la crise. On a vraiment une permanence. C'est positif, effectivement. Ouais. Ouais. Je suis assez surprise, ouais. D'accord. Et la VOD, malgré les offres multiples qu'on a aujourd'hui, en fait, de VOD, y compris pour les documentaires. Enfin, je vois depuis la crise, il y a eu énormément de plateformes qui ont été mises en place de films et notamment de documentaires, mais ça n'a pas eu d'impact en fait pour vous sur la fréquentation des ressources en bibliothèque. En tout cas, le choix a été fait de, pour l'instant, maintenir l'augmentation aussi des quotas permettant à chaque usager de... On a doublé les quotas pendant la période, on est passé de 10 à 20 films, par exemple, sur Arte VOD. Alors, tout ça, il a fallu le payer à un moment, je veux dire, en termes financiers. Et puis, il faut se poser les questions, est-ce qu'on peut se le permettre à long terme? Et pour l'instant, on a conservé effectivement cette possibilité d'avoir une augmentation de quotas de diffusion. Voilà, mais on réévaluera sans doute à l'avenir en fonction de comment les choses se passent. Mais pour l'instant, on a encore une belle dynamique de ce point de vue-là. D'accord. Et Thomas Fourmeux, ça a été la même chose du coup à Noisy-le-Grand. Enfin, je mise sur Noisy-le-Grand puisque c'était pendant la crise. Au niveau budgétaire, déjà, est-ce que vous avez pu augmenter les quotas? Est-ce que vous avez eu aussi des chiffres de fréquentation assez mirobolants? Alors, quand j'étais à Noisy, puis je crois qu'aujourd'hui c'est encore le cas, on n'était pas abonné à beaucoup de ressources numériques. On a une plateforme d'auto-formation en abonnement payant auquel les usagers pouvaient accéder via le portail, qui a effectivement, de manière un peu mécanique, augmenté en termes de fréquentation et qui a été utilisé notamment pour la dimension soutien scolaire, où ça a permis d'aider les parents de faire l'école à la maison. Et donc on s'est beaucoup appuyé sur cette ressource pour pouvoir justement faire de la médiation et faire de la sélection de contenu adapté à des besoins pendant le confinement, donc en l'occurrence l'auto-formation ou le soutien scolaire. Après, vu que je suis parti, aujourd'hui je ne sais pas vraiment ce qu'il en est en termes de fréquentation. Est-ce que ça s'est maintenu? En tout cas, après le dur de la crise et les déconfinements progressifs, de mémoire, j'avais constaté quand même une baisse de fréquentation. On n'a pas réussi à maintenir le niveau d'engagement de la part des usagers sur cette plateforme-là, mais parce que je pense qu'aussi, de manière générale, il y avait aussi peut-être une sursaturation des écrans, et que quand on a commencé un peu à pouvoir ressortir ou à profiter d'un relâchement des restrictions sanitaires, les gens avaient peut-être plus envie d'aller dehors, de faire des activités en présentiel avec d'autres personnes, que d'être encore une fois face à des écrans, y compris pour des activités culturelles, de consultation de vidéos, d'écoute de musique ou peu importe, mais du moment que ça passe par un écran, il y avait quand même l'effet visio qui a écœuré tout le monde et qui du coup peut-être expliquait aussi ce besoin de se déconnecter, se retirer, se décaler des écrans. Oui, c'est ce que j'ai pu remarquer aussi à Rouen, en fait. C'est qu'effectivement, et on peut tous le constater ici, c'est que voilà, les écrans, on en a eu assez et maintenant on cherche autre chose, en fait. Donc le numérique n'a pas été révolutionnaire à ce niveau-là. Il a permis, pendant la crise, de faire face à un problème.
mais au final, il n'est pas non plus la panacée. Enfin voilà, déjà, c'est pas une fin en soi. Et surtout, ça sert avant tout à diffuser du contenu culturel. Or, si le contenu culturel est présent autre part, il n'y a pas besoin forcément d'être sur les plateformes numériques, quoi. Ok. Et alors, à la BDP du Finistère, par contre, c'est un peu différent. Alors, voilà, déjà, une BDP, c'est un fonctionnement spécifique en matière de réseau. Mais vous proposez des ressources numériques pour les petites bibliothèques, du moins pour les bibliothèques. Effectivement, hier, on a parlé d'OVNI pour les bibliothèques départementales, mais bon, le terme, je trouvais, était un peu fort de café. Là où je partage effectivement le point de vue de Thomas, c'est qu'on est tributaire, et c'est ce qui nous réunit avec la Normandie et la Bretagne, sur la météo. Et donc, en fonction de la météo extérieure, l'utilisation des ressources, mais ça faudrait une analyse très fine, varie aussi considérablement. Mais effectivement, trait d'humour, mais au sortir du premier confinement, il y a eu effectivement une baisse, alors qu'on avait une très très forte hausse, notamment sur tout ce qui était vidéo à la demande. Et pour autant, c'est revenu un petit peu, on a réussi à maintenir un certain niveau. Donc, on a dans le Finistère, en fait, une offre qui s'appelle Sirène. Alors, Sirène, c'est système de ressources numériques. Et Sirène, ça fait penser à la mer, donc c'est pour ça que voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, avec une offre classique, c'est-à-dire de l'auto-formation, la presse en ligne, de la musique, de la vidéo à la demande, d'une offre jeunesse également. Clairement, avant déjà le confinement, ce que j'appelle moi les locomotives, c'était réellement la médiathèque numérique, donc pour la vidéo à la demande, la presse en ligne également qui fonctionne beaucoup, et puis l'auto-formation. Et puis, ça rejoint un peu l'intervention qu'on a eue hier de la part du ministère, c'est-à-dire que sur une période de confinement, et notamment le premier qui a quand même été assez long, et qui a vraiment fait en sorte que les gens restaient chez eux. Ça voulait dire beaucoup plus de temps pour les personnes qui étaient aussi pas forcément en télétravail. Et donc, ça a correspondu à des usages, en tout cas des découvertes, des possibilités de découverte, et notamment l'auto-formation, puisque les gens avaient plus de temps aussi pour utiliser tout ça. Pour vous donner aussi quelques chiffres, alors en fait, la difficulté, effectivement, Anaïs, c'est qu'on est sur un milieu rural. Pardon, avec, j'ai dit tout à l'heure, on a 224 bibliothèques. Il faut imaginer que sur les 224 bibliothèques, alors 99% sont informatisées, heureusement. En revanche, informatisées, il n'y en a que 132 qui ont des sites internet. Et site internet, ça ne veut pas forcément dire non plus catalogue en ligne. En fait, tout ça, c'est révélateur, et on en verra au fil de la discussion, hein, des effets positifs qu'a pu apporter le Covid. C'était notamment de montrer parfois la fragilité en termes d'équipement numérique de ces bibliothèques, et qui finalement pour les bibliothèques départementales sont ce que j'appelle nous nos émissaires. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui directement allons auprès des publics pour former, pour montrer quelles sont nos ressources, ce sont vraiment ces bibliothèques. Pour autant, on avait donc, avant le confinement, on avait plus de 8800 utilisateurs. Alors, compte utilisateur, pour être plus précis, puisqu'on sait très bien aussi, mais ça c'est propre aux autres bibliothèques, que derrière des comptes utilisateurs, il peut y avoir plusieurs personnes. Donc je préfère parler de compte utilisateur. Et on a eu déjà à l'issue du premier confinement une augmentation de 1200 comptes utilisateurs ouverts. Donc ça, ce sont des personnes qui sont passées par leur bibliothèque, donc qui ont pu le faire à distance, qui ont pu valider la création de leur compte. Et puis, sur le premier confinement, donc les hausses pour la médiathèque numérique, alors on n'a pas les moyens du Havre, on n'est pas à 10 films par mois, on était à 4 films par mois, et on a doublé également en passant à 8, mais en restant dans un budget contenu, c'est-à-dire qu'on avait évalué la marge de manœuvre qu'on pouvait avoir, sachant qu'on ne savait pas combien de temps allait durer le confinement, il faut se remettre dans l'époque aussi. Mais donc on a eu une multiplication vraiment par 4 du nombre de visionnages déjà sur le premier mois, sur le premier confinement. Et puis les livres numériques aussi qui sont, j'en ai pas parlé jusque-là, mais souvent un petit peu à la traîne, et qui ont connu, donc là on a multiplié par 3 en fait le nombre de téléchargements. Rien que sur le premier mois, on passait globalement de, j'avais vu 50 en moyenne, à plus de 160. Donc il y a eu réellement eu un impact effectivement durable, puisqu'on a baissé, on est un peu en dessous des 10 000 comptes utilisateurs actifs aujourd'hui, on est à 9 000 et quelques, mais bon, pour autant, ce que je retiens en tout cas de positif dans tout ça, c'est que la crise a surtout permis de faire découvrir cette offre-là,
Et donc, durablement, il y a des personnes qui ont utilisé les réseaux sociaux, qui ont utilisé les sites Internet pour communiquer. On a même eu des exemples de personnes sur des blogs qui ont parlé des ressources en ligne de la bibliothèque départementale. Ah oui, ça c'est intéressant. Et du coup, alors la particularité donc, du Finistère et de la BDP, c'est que ça touche effectivement un public rural et donc éloigné du numérique, puisque vous le disiez, il y a plusieurs bibliothèques rurales qui, n'ayant pas de site internet, en fait, n'ont pas pu inscrire leurs usagers aux ressources numériques, et donc ces usagers-là n'ont pas pu bénéficier des ressources numériques. Et du coup, ça aborde la question de l'éloignement du numérique pendant le confinement et pendant la crise, en plus généralement. En fait, est-ce que vous avez réfléchi à ça pendant le confinement ? Est-ce que vous avez pensé à ces personnes éloignées du numérique et comment les atteindre, tout en ayant une réponse déjà pour le premier confinement, que c'était vraiment pas facile. Enfin, est-ce que vous avez réussi à, pour les 3 bibliothèques, pour les 3 réseaux, est-ce que vous avez réussi à surmonter un peu ce problème, à tenter d'y résoudre pendant le confinement et après surtout donc pour ces publics éloignés du numérique? Alors ça vaut pour les publics ruraux dans le Finistère, mais pour d'autres réseaux comme le Havre et puis en région parisienne, ça peut être d'autres publics en fait qui sont éloignés du numérique. Donc comment faire les personnes âgées par exemple, donc est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait là-dessus, ou est-ce que pour vous ça a été quasiment impossible? Continuer alors du coup, et puis je vais laisser la parole aux collègues. On a eu le temps en tout cas effectivement d'y réfléchir et de dire, puisqu'on était également confinés mais en télétravail. Le système est qu'au niveau de la bibliothèque départementale, ce sont les particuliers qui font eux-mêmes la demande sur notre portail, et ensuite ce sont les communes ou les EPCI qui valident ces inscriptions-là. Concrètement, ça veut dire qu'il y a effectivement des bibliothèques qui ont été en capacité de le faire, d'autres qui n'étaient pas en capacité. Alors, on a eu quelques exemples, on a pu valider nous-mêmes, ou en tout cas accélérer la demande. Pour autant, et juridiquement, l'accès à ces ressources est conditionné au fait qu'on les fournit à des publics qui sont inscrits dans les bibliothèques. J'allais dire, il y a des personnes qui, lorsque leur commune ne pouvait pas prendre ça en compte, ont pu s'inscrire dans une bibliothèque d'une autre commune, à distance, par mail ou par d'autres moyens. En fait, ça a été un des moyens qu'on a pu mettre en avant. Là où c'est positif, c'est que justement, toute cette fragilité numérique dont je parlais tout à l'heure a été mise en évidence, et pour nous, c'est assez... c'est plus confortable, on va dire, aujourd'hui pour défendre les politiques, alors à la fois de professionnalisation, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais à la fois de développement numérique, c'est-à-dire que le numérique, c'est à la fois des outils, mais c'est également des compétences qu'il faut mettre derrière. Et lorsqu'on a des équipes et qui sont, on va dire aussi à majorité bénévoles, ça reste forcément très compliqué. Il y a aussi des salariés qui ne sont pas moins qualifiés là-dessus, mais globalement, des structures qui ne sont gérées que par des bénévoles, derrière, on va mettre ça en corrélation et on a souvent une fragilité numérique. Donc, le subterfuge, ça a été plutôt de renvoyer les utilisateurs vers des bibliothèques de plus grande importance qui pouvaient faire les inscriptions, en tout cas qui validaient à distance. Après, on a dissuadé, par exemple, ça c'est encore autre chose, mais je disais tout à l'heure qu'il y avait des bibliothèques qui n'avaient toujours pas de catalogue en ligne, ni des sites internet. Certaines ont pu dans l'urgence en créer, et pour faciliter justement l'accès soit à notre service de sirène, soit à leur catalogue quand il y a eu le click and connect qui a été mis en place. Pour autant, pour les autres, on leur dit d'attendre, puisqu'aujourd'hui l'avenir c'est quand même de faire des réseaux, et en milieu rural, c'est le réseau intercommunal qui doit primer justement pour avoir des compétences partagées et des professionnels qui peuvent accompagner sur le numérique notamment. Il faut insister que pour vous, en fait, ça a été un véritable déclic, en fait, du coup, ce confinement. Ça a été un déclic pour une majorité, enfin, une bonne partie des bibliothèques rurales, à savoir, il faut se mettre en réseau, il faut se mettre en ligne. Jusqu'ici, ça n'était pas perçu comme très nécessaire. Et en fait, le confinement a révélé que c'était très nécessaire, en fait. En tout cas, c'est une parole beaucoup plus légitime maintenant pour les élus lorsqu'on leur explique ça,
puisqu'on a montré à quel point ces équipes, et là j'entends notamment les équipes bénévoles, étaient relativement fragiles, et que derrière, ça veut dire qu'il y a aussi un sous-équipement, soit en moyens humains, soit en moyens techniques. On avait fait une enquête en juin, donc au sortir du premier confinement, auprès du réseau. La moitié des bibliothèques avaient répondu, donc on a un taux de retour qui est quand même bon pour pouvoir savoir un petit peu comment ça s'est déterminé. Dans les statistiques, il y en a deux et qui pour nous sont forcément très très fortes. Les bibliothèques qui ne sont gérées que par des bénévoles, à 88% n'ont pas pu maintenir le contact avec les publics. A contrario, celles qui sont gérées par des professionnels uniquement ou mixtes avec professionnels et bénévoles ont pu le maintenir à 77%. Donc voilà, déjà, rien que ça, c'est parlant, puisque derrière, encore une fois, ce sont des moyens humains, mais ce sont aussi des moyens, des outils. Et puis ça nous, ça nous conforte là aussi pour dire que bibliothécaire, c'est un métier et que on ne peut pas laisser des équipes ni sans formation, ni que tout repose sur le bénévolat pour construire des politiques de lecture publique. Merci. Peut-être pour Le Havre, je vais compléter ce qui a été dit. Comment donc toucher les publics éloignés ou empêchés, c'était un petit peu mission impossible au moment du confinement. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre, comme Fabien le disait pour le Finistère, rendre la possibilité de s'inscrire en ligne pour bénéficier des ressources numériques, ce qui n'était pas possible. Excusez-moi. Puisqu'il faut avoir, pour accéder aux ressources, sa carte d'usager. Pendant le confinement, on ne peut pas aller venir s'inscrire à la bibliothèque pour avoir sa carte d'usager. Donc, on a mis en place une inscription à distance qui n'était pas possible auparavant et qui l'a été pendant cette période. Donc ça, c'est une première réponse, mais ça ne touche pas finalement les publics empêchés ou éloignés ou victimes de la fracture numérique. Ça va toucher uniquement ceux qui savent se débrouiller et profiter de cette opportunité. Alors, pour ce qui est des publics empêchés, dès lors qu'on a pu rouvrir les bibliothèques, réorganiser des ateliers d'accompagnement, de formation, on peut se dire que là, on a un petit peu repris notre mission, mais pour lutter contre cette fracture numérique, la médiation est essentielle. Donc, on ne peut pas concevoir à distance, me semble-t-il. Un exemple, avec le public âgé et vraiment éloigné de ces outils, on a une action qui s'appelle Domicile Livre, qui est à la fois du portage de livres à domicile, mais aussi, pour certaines séances, de la découverte, de l'accompagnement d'outils numériques. Donc ça n'a été possible que bien plus tard, après cette période où l'épidémie était très active. Néanmoins, il y a un autre outil que l'on est en train de développer ou auquel on est en train de participer, ce sont les conseillers numériques. Le réseau des bibliothèques accueille en formation actuellement un conseiller numérique, mais c'est une démarche qui a été entreprise à l'échelle de la ville, donc d'autres directions de la ville participent à ce dispositif et je dirais que peut-être une conscience plus aiguë de la nécessité d'accompagner les publics éloignés du numérique a été favorisée par cette période que l'on a vécue, et pas seulement au sein des bibliothèques, mais aussi dans d'autres secteurs de l'offre de services municipales. Et donc, au Havre, donc, plusieurs directions ont répondu à ce dispositif des conseillers numériques, dont pour l'instant, je ne peux pas encore dire qu'il est entré dans une phase active pour répondre effectivement à l'accompagnement des publics qui sont un peu éloignés du numérique, parce que les conseillers sont en cours de formation. Donc, en tout cas, on est au début du dispositif, mais c'est peut-être, je crois que c'est une forme, un aspect d'une réponse qu'on peut essayer d'apporter à cette question des publics empêchés dans ce domaine. Exactement. Et pour ceux qui ne le savent pas, les conseillers numériques, en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État au début de l'année 2021, au début de cette année. Donc voilà, et chaque collectivité peut recevoir l'aide d'un ou plusieurs conseillers numériques
Donc voilà, et notamment pour les bibliothèques, c'est effectivement un outil de réduction de la fracture numérique. Et pour compléter ce qui a été dit, je pense qu'aussi cette situation-là de crise et de confinement a été révélateur, c'est un peu ce qui a déjà été dit sur la question de la compétence. En fait, c'est un peu difficile de participer à une espèce de résorption de la fracture numérique pendant un confinement, quand déjà en interne, les compétences de base ne sont pas acquises et partagées. Donc il y a déjà ce problème-là qui avait été identifié, mais qui a été encore plus prégnant avec la crise et les confinements. C'est de voir que toute une partie des professionnels des bibliothèques, sans parler des bénévoles, n'étaient pas, d'une part, pour certains équipés, et d'autre part, disposer des compétences pour pouvoir faire de la médiation numérique. Donc on a rencontré cet écueil-là et qui interroge, selon moi, aussi notre façon à la fois de former les professionnels à travers des dispositifs de formation initiale et de la question de la pratique la pratique numérique et des usages numériques et de comment on fait pour y répondre aujourd'hui en étant bibliothécaire, et de la question de la division du travail au sein des établissements, où on s'est aperçu que de concentrer toutes les questions liées au numérique sur quelques agents au sein d'un service, au sein d'un secteur, d'un réseau, peu importe, ça diminue forcément de fait la capacité à pouvoir, dans un cas de confinement ou de crise, toucher de façon large, le plus largement possible. Donc ça a exacerbé les problèmes d'organisation de compétences en interne. Et l'autre point que ça a mis en avant, c'est aussi la question des modèles d'accès, des modèles économiques de toutes ces ressources-là, où on s'aperçoit qu'on a accumulé depuis des années une espèce de dette technique, parce que en fait, on se rend compte qu'on a des plateformes qu'on met à disposition des usagers qui sont absolument pas conçues pour être faciles à prendre en main, à appréhender, d'autant plus quand on n'est pas hyper à l'aise avec le numérique. Il nous faut 12 000 mots de passe, des identifiants, bon, même si je caricature un petit peu, mais c'est des ergonomies, des architectures qui sont totalement différentes, sur lesquelles nous, on n'a pas la main, sur lesquelles on ne peut pas intervenir, mais on est des réceptacles directs des usagers. Et j'ai vu passer différents articles qui expliquaient que beaucoup de bibliothèques passaient une partie de leur temps du confinement à faire du SAV pour expliquer comment faire pour télécharger des livres numériques ou accéder à des ressources en ligne. Et à ma connaissance, je n'ai pas vu passer dans la presse ni entendu dans les médias des gens appeler le SAV de Netflix ou de Molotov pour pouvoir consulter de la vidéo en ligne. Bien sûr, c'est caricatural et puis j'enfonce un petit peu le clou en grossissant le trait. Mais je pense que ça pose un petit peu la question de justement ces architectures, de ces plateformes et des modèles économiques qui sont défavorables et qui entraînent aussi quelque part une difficulté. C'est parce qu'effectivement, ces histoires de jetons, c'est forcément, il faut gérer et puis pouvoir gérer la pénurie en fait pour pouvoir fournir un peu d'accès à tous. Et on se rend compte que c'est défavorable aux bibliothèques, et en termes d'expérience utilisateur, ça peut être très désagréable de dire je comprends pas pourquoi j'ai regardé 3 films, dont un que je voulais pas voir mais je l'ai lancé sans faire exprès, ça m'a décrédité un jeton. En termes d'expérience, là aussi, on peut aussi conduire une espèce d'abandon, puisque l'usager va se dire c'était bien sympa, mais en fait j'y arrive pas, ça marche pas, j'ai pas assez de jetons, on est toute la famille, chacun veut regarder des choses différentes. Et ça, c'est vraiment une difficulté, je pense, à prendre en compte, et sur lesquelles en fait on ne s'est pas suffisamment engagé à la fois collectivement avec les organisations professionnelles pour pouvoir résoudre ces questions-là. Et il y a un micro qui n'est pas coupé. Là. Oui, merci de couper vos micros si vous n'intervenez pas. Et l'autre aspect, par contre, je me souviens d'une discussion, notamment au moment de la mise en place du click and collect, qui était une solution qui a fait généré pas mal de souffrance, de stress, d'angoisse, de difficultés dans les équipes, parce que c'est des dispositifs lourds à mettre en œuvre, et puis on n'a pas la logistique d'Amazon pour pouvoir organiser ce service-là, et de se dire le click and collect, en fait, en mettant en place ce service-là,
quelque part, on génère aussi une espèce de fracture et on crée des publics empêchés, notamment les personnes âgées qui n'étaient pas forcément à l'aise pour pouvoir aller sur le site, se connecter, réserver, comprendre comment ça fonctionnait. Ce qui est vrai. Mais en même temps, grâce à ces outils numériques, je ne sais pas si par exemple la crise du Covid avait eu lieu il y a 20 ans, ou peut-être moins, en fait, on n'aurait pas mis en place du tout de click and collect. Et on aurait généré une plus grande fracture et on aurait eu beaucoup plus de gens qui n'auraient pas pu accéder à la bibliothèque. Donc là, on a eu l'occasion de mettre en place un service intermédiaire, pas satisfaisant, mais d'une certaine façon, nous a quand même permis de maintenir un lien avec une partie de nos usagers. Bon, effectivement, on en a laissé un peu sur le côté. Ça a été difficile. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, globalement, j'ai l'impression qu'on constate tous qu'on a perdu une partie de nos usagers. Les conditions d'accès avec les confinements, déconfinements, pass sanitaire, etc., créent un abandon de la pratique de la bibliothèque. Bon, on peut reprendre progressivement un rythme, une activité en mettant en place nos animations, nos ateliers. Comptons sur l'avenir pour qu'on puisse réussir à retoucher ces publics-là et recontribuer à remplir notre mission de fracture numérique comme on le faisait avant la crise. C'est ça, je pense qu'on a l'habitude de dire en fait qu'avec le confinement que le numérique a créé encore plus de fractures, mais en fait je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le confinement qui a créé les fractures. Ce n'est pas du tout le numérique. Et par contre, voilà, dans une moindre mesure, peut-être le numérique, mais c'est vraiment le confinement qui a créé la fracture. Le numérique a permis de reconquérir quelques publics ou de maintenir un lien, mais et pas tous, parce que voilà, c'est pas la formule magique non plus, quoi. Donc, par contre, est-ce que justement il y a eu des usagers qui vous ont découvert grâce au numérique, qui ont découvert les plateformes et donc les bibliothèques, et qui sont ensuite venus s'inscrire en bibliothèque ou qui fréquentent les bibliothèques, ou est-ce que vous avez vraiment soit maintenu des usagers pour un usage plus fréquent, ou est-ce que vous avez augmenté votre fréquentation d'usagers, mais uniquement numérique? Je ne sais pas si, par exemple, à Noisy-le-Grand, ou dans votre bibliothèque actuelle, Fontenay, ouais. C'est un peu difficile d'évaluer parce qu'on n'a pas mis en place d'outils ou de moyens d'évaluer justement notre capacité à toucher des publics qu'on n'avait pas avant. Ce que je sais juste, en tout cas pendant les confinements, on avait mis en place une activité de médiation numérique à partir d'un blog qu'on avait déjà avant la crise, qui était rattaché au portail de la bibliothèque à Noisy-le-Grand. Et on a maintenu un lien en faisant de la médiation, en produisant des contenus, en faisant de la recommandation de contenus trouvés notamment sur le web. Et des séries à voir, des ressources pour occuper les enfants pendant le confinement, etc. Et en regardant les statistiques de fréquentation du blog, on pouvait voir quand même qu'on touchait des gens, pas uniquement de Noisy, ou peut-être même de Noisy. Et donc, quelque part, notre action, elle a permis de gagner une visibilité. Alors peut-être qu'on n'a pas touché les gens qui venaient pas de Noisy, qui fréquentaient notre blog, sont pas venus s'inscrire à la médiathèque, mais peut-être qu'ils se sont dit les médiathèques aujourd'hui c'est plus tout à fait le lieu où on doit pas faire de bruit et puis juste emprunter des livres. Peut-être que je vais aller voir la médiathèque de mon quartier ou de ma ville et aller voir comment ça se passe. Justement, il y a beaucoup de questions dans le chat sur cette remarque-là qui est ces nouveaux usagers. Est-ce que vous avez pu constater qu'ils venaient ensuite à la bibliothèque et ça vous avez en partie répondu à ça. Est-ce que vous avez pu remarquer ou est-ce que vous avez eu les moyens de vérifier que c'était pas juste une consommation finalement occasionnelle ou d'occasion ou des publics très différents? Je peux répondre pour Le Havre, au moins partiellement. Je disais tout à l'heure qu'on avait mis en place une inscription en ligne pendant le confinement pour accéder aux ressources numériques. Le but du jeu sous-jacent était aussi pour nous de se dire, après, quand on aura terminé cette période-là, cette préinscription, elle va se transformer en inscription au réseau de bibliothèques.
Bon, ben, on n'a pas transformé l'essai, hein. Je le dis tout net, ça ne s'est pas produit vraiment comme ça, et je crains que cette consommation opportuniste qu'Agnès mentionnait, ça a été plutôt ça la réalité, hein. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que toutes ces préinscriptions ont donné lieu à des inscriptions au réseau. Mais la réalité du jour, c'est aussi qu'on n'a pas encore, d'ailleurs, retrouvé nos usagers dans la totalité de ce qu'on connaissait. Les chiffres sont très clairs, on n'a pas encore fait le plein. Alors, c'est progressif, on va voir, hein, on essaye de faire tout ce qu'il faut, mais là non plus, on ne fait pas le plein actuellement. Ouais, si je peux répondre là-dessus, je ne sais pas si on a vraiment réussi à toucher de nouveaux publics ou capter de nouveaux, transformer des essais justement. En revanche, je sais qu'on a amélioré la connaissance de nos services pour ceux qui nous connaissaient déjà. Et ça, c'est pas négligeable parce que en fait, les gens viennent pour des raisons très précises dans nos établissements, mais ils prêtent pas forcément attention à tout ce qu'on fait à côté. Et là, effectivement, il y a des gens qui venaient à la bibliothèque, qui étaient des usagers réguliers, hein, qui avaient l'habitude d'emprunter, etc., qui ont découvert qu'on avait un site web, par exemple, ou qu'on avait une application. Et donc, ce n'est pas forcément un élargissement de notre public, mais c'est une meilleure connaissance de tous les services et qui, du coup, peut-être compter là-dessus pour qu'ils deviennent des ambassadeurs et en parler autour d'eux. C'est pour la question du Finistère, mais pareil, hein, qui sera la même, je pense, pour d'autres départements, c'est que c'est très très variable. On a aussi en plus la particularité, nous, d'avoir un de nos 4 bâtiments qui est ouvert au public, donc qui nous sert un peu de ce que j'appelle le labo, et qui nous permet d'être au contact aussi directement avec des publics comme une bibliothèque municipale. Donc on a aussi 2 Facebook, un qui est pour cette antenne, un qui est pour la bibliothèque départementale en général. L'utilisation de Facebook, on sait très bien que ça touche qu'une partie également des utilisateurs sur le net. Et c'est pas forcément les adeptes des réseaux sociaux, ce sont les adeptes de Facebook parce qu'on n'est pas sur Insta et parce qu'on n'est pas sur TikTok. Donc en fait, c'est très compliqué effectivement d'être un peu partout. Ce que l'on a vu, donc à la fois, c'est des inscriptions pendant le confinement et des personnes qui durablement utilisent les ressources en ligne. Après, effectivement, je partage aussi les réflexions de mes collègues, hein, c'est que on vient de faire là ce qu'on appelle nous des réunions de secteur dans l'ensemble des secteurs de nos bibliothèques. Les publics ne sont pas revenus dans leur grande majorité. Donc, à la fois, on a cette découverte pour certains de l'environnement, de nos ressources en ligne de Sirène, parce que ces personnes ont eu le temps pendant le confinement, parce qu'elles ont trouvé une appétence pour telle ou telle ressource et elles le maintiennent. D'autres ont pu comme ça venir à leur bibliothèque de façon physique, mais pour autant utiliseront davantage les services en ligne. Voilà, c'est très très variable. Mais en tous les cas, ce que tout ça montre, c'est que le numérique, c'est un peu comme Internet, quand Internet commençait vraiment à se développer, qu'on entendait certains décideurs dire il n'y aura plus besoin de bibliothèque puisqu'il y aura Internet. Et là, grosso modo, vous proposez des ressources en ligne, donc c'est super, ça va fonctionner tout seul. Pas du tout. Il y a la fracture numérique, ça a été identifié également par le ministère de la Culture. Enfin, pas que le ministère de la Culture d'ailleurs, mais clairement, cette fracture numérique, c'est celle-là qui est présente. Et après, sans qu'il y ait des personnes qui soient réticentes au numérique ou qui ne sachent pas faire, il y a un manque de pratique. Et si les bibliothèques ne sont pas là pour accompagner, et là plutôt de façon physique, et c'est ce que nous a pas permis évidemment le confinement, forcément, il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau et qui ne peuvent pas accéder à tout ça. Donc, c'est un travail de longue haleine. Pour notre part, en fait, là, au vu de ça et puis d'autres éléments de notre nouveau plan de développement lecture publique, ce qui est décidé, c'est vraiment d'augmenter tout ce qui est formation auprès du réseau et notamment la formation du numérique. Mais ça passe autant en interne pour qu'on ne soit pas, comme disait je crois Thomas tout à l'heure, mais qu'il n'y ait pas une ou deux personnes, grosso modo, dans l'équipe qui soient référentes numériques, mais que l'ensemble, sans être spécialiste, mais puisse aussi vraiment avoir un minimum, un socle commun et défendre ça auprès des bibliothèques et que ces mêmes bibliothèques soient en capacité à minima de former au moins les publics, soit même à la consultation sur Internet, soit aux ressources en ligne. Mais c'est tout un ensemble de la chaîne et en tous les cas, ça a permis ce confinement, cette crise, de montrer aussi la fragilité de tout cet ensemble-là. Oui, et justement, en matière de compétences, du coup, est-ce que pendant le confinement,
Il y a eu des changements de compétences, c'est-à-dire que je sais que dans certaines bibliothèques, et ça a été le cas à Rouen, par exemple, plusieurs personnes qui ne s'occupaient pas des réseaux sociaux avant se sont investies dans les réseaux sociaux, se sont investies dans les ressources numériques aussi. Est-ce que ça a continué? Est-ce que vous avez pérennisé ce mode de fonctionnement? Est-ce que vous en avez profité justement pour former des collègues? Et on a une question notamment sur le chat là, sur la communication des ressources numériques. Est-ce qu'il y a eu du changement dans cette communication des ressources numériques? Est-ce qu'il y a plus de communication lors des inscriptions, par exemple? Est-ce qu'il y a des formations aux usagers directement? Voilà, je voudrais savoir comment se sont transmis les compétences numériques aux agents pendant le confinement et après la crise. Pour mon expérience, ça a été l'occasion de faire tout un tas de tutos, de documents pour pouvoir accompagner les collègues pour dire bon voilà comment faire pour écrire par exemple un article ou pour sur le blog ou leur mettre en main des outils clairement faits pour qu'ils puissent être autonomes pendant le confinement et participer à trouver des ressources, à partager des contenus, à faire de la médiation numérique. Et c'est aussi le moyen, d'un point de vue purement organisationnel interne, de garder un lien avec des collègues qui, a priori, n'étaient pas les plus à l'aise avec le numérique, mais de pouvoir leur dire, bon, voilà, essaye de faire ça. Je t'apporte un support, un tutoriel, une aide pour que tu puisses aussi, à la hauteur de tes moyens, de tes compétences, contribuer. Et puis effectivement aussi, ça s'est traduit par une plus grande visibilité temporaire en termes de communication sur les ressources via les supports de com habituels pour dire bon voilà, ça existe, donc emparez-vous-en. On a eu notamment pas mal de la part du service com au moment de la sortie du confinement et la mise en place du click and collect, un gros travail de communication qui a été réalisé sur l'application mobile de la bibliothèque, sur les ressources numériques, la destination des usagers, pour dire bon voilà, vous pouvez pas forcément venir, on met en place des services qui vont vous permettre de garder un lien avec la médiathèque. Et je pense aussi que, enfin j'espère que cette période de confinement sur laquelle on a tout misé sur nos outils en ligne, ça a semé des graines qui ont germé dans la tête de collègues qui peut-être étaient les moins à l'aise avec ces outils-là, mais qui auront peut-être le réflexe par la suite, notamment au moment d'une inscription ou quand un usager posera une question sur une ressource, dire « Ah, mais aussi, vous savez, vous pouvez regarder sur notre site, vous connecter à votre compte, vous allez trouver des ressources qui vont peut-être répondre à votre besoin documentaire. » Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça sera un travail de longue haleine, mais on va y gagner quand même. Et au Havre, c'était le cas aussi? Alors au Havre, pendant le confinement, effectivement, il y a eu un certain nombre de collègues qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain-là, qui se sont investis alors, dans des choses assez variées. Ça peut être du racontage d'histoire où à la maison, les collègues se filmaient, on retraitait la vidéo et puis le webmaster ensuite l'a diffusée sur les réseaux sociaux, y compris de la part de collègues qui sont certes à l'aise pour raconter en direct devant un groupe d'enfants une histoire, mais qu'on n'imaginait pas à l'aise le faisant devant une caméra ou devant son téléphone. Donc il y a eu ce genre d'initiative. Et puis il y a également des questions qu'on s'est posées. Enfin, je vous raconte une anecdote qui, pour nous, a été significative. 2 jours avant le confinement, on a inauguré une exposition patrimoniale qui s'appelle Trésor et qui mettait en valeur toutes les acquisitions réalisées depuis plusieurs années. On s'était énormément investi pour cette expo et paf, elle ouvre 2 jours après, elle ferme. Donc là, ça a été le moral dans les chaussettes. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce travail n'a servi à rien, évidemment. Donc si, bien sûr, ce travail a été très utile, comment on rebondit là-dessus? Et on s'est dit, on va faire des spots, on va filmer, on va essayer de faire un peu de médiation, de donner à voir. Si vous ne pouvez pas venir voir l'expo,
Nous, on va essayer de vous en donner des aperçus. Et l'équipe patrimoine, aidée par notre collègue webmestre, a réussi à la fois réunir les compétences de l'équipe patrimoine, mais aussi l'aide d'une collègue qui est comédienne et qui est coach aussi en lecture à voix haute, pour fabriquer 6 spots qui étaient 6 éclairages sur cette exposition, donc que personne ne pouvait voir. Et ça a plutôt pas mal marché. Les visionnages sur les réseaux ont fonctionné. Alors, j'ai transmis un fichier à Alexandra. Je ne sais pas s'il est possible et si on a le temps et si c'est souhaitable de le visionner, mais en tout cas, j'ai transmis un des épisodes. Et voilà. Alors, après, on s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire à chaque exposition à l'avenir? Parce que là, on l'a conçu parce que le public ne pouvait pas venir à la bibliothèque, mais c'est aussi une visibilité nouvelle ou un type d'outil qu'on n'avait pas l'habitude de réaliser. Alors, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on le fait en interne, est-ce qu'on le fait faire? Est-ce qu'on a du temps pour le faire? Parce que quand on est confiné, il y a un certain nombre des tâches qu'on ne fait plus, donc on a du temps, donc on peut faire autre chose, mais quand la vie normale, si j'ose dire, revient, on s'aperçoit qu'on était plein de bonnes idées, de bonnes intentions, et qu'on n'arrive pas à tout faire. Et en tout cas, il faut sans doute se poser la question, en tout cas on va essayer de le faire, lorsqu'on lance un projet, est-ce qu'on ne peut pas concevoir dès le début du projet ce type d'outil à l'avenir? Du coup, Dominique, je ne pense pas qu'on ait le temps tout de suite de passer le document. Peut-être en fin de matinée, non? Ce serait peut-être mieux, Alexandra. Là, on a l'air de respecter le timing. Je ne me souviens plus de la durée, Dominique. Je crois que c'est 3 minutes. Ah si, alors peut-être on peut tenter de le passer. On voulait laisser un peu de temps aux questions aussi. Alors peut-être quelques questions avant de la salle si vous le souhaitez, et puis on diffuse le document. Oui, donc c'est Florence qui va diffuser. J'avais transmis Dominique. Il y a des questions peut-être avant. Vous avez été quelques-uns à réagir. Est-ce que vous voulez poser vos questions oralement? Les mains ne se lèvent pas. Ah, donc... La difficulté d'accès, c'est sur la difficulté d'accès. Alors... Ouais, effectivement, les plateformes, les systèmes de téléchargement des ressources, c'est quand même effectivement très galère, quoi. On parle des jetons, mais il y a aussi le système des DRM pour les e-books. Je vois, moi, j'ai passé mon confinement à faire des services après-vente sur les e-books, quoi, tout en me posant la question à chaque fois, ouais, mais est-ce que c'est notre rôle, nous, bibliothécaires, de régler les problèmes d'Adobe et de version d'Adobe, puisque la version 4.5 ne fonctionne pas et que c'est la version 3.0 qu'il faut télécharger. Ma niseuse a un souci, bah ouais, mais allez voir la FNAC. Enfin voilà, mais en même temps, on veut les aider, donc voilà. C'est vrai que c'est ce qui pose question, quoi. On veut les aider. On veut les aider, mais aussi en même temps, on est l'interlocuteur direct. Oui, tout à fait. Les usagers ne s'imaginent pas, quand on propose un service, que derrière, il y a une myriade d'intervenants et sur lesquels on n'a absolument aucune prise. Et effectivement, c'est logique qu'ils viennent nous demander ma liseuse, j'arrive pas à l'allumer. De toute façon, vous faites des ateliers numériques, vous allez pouvoir m'aider. Après, ils en ont conscience. Hein. Moi, j'ai toujours été... j'ai toujours été face à la bienveillance des usagers, c'est-à-dire quand je leur disais que là c'est vraiment un souci de liseuse, que moi je pouvais rien faire et tout, ils ont dit oui bien sûr, c'est évident, je sais pas pourquoi je vous ai posé la question à vous alors que c'est à cause de la liseuse, mais voilà, et beaucoup de compréhension de la part des usagers, donc ça c'est bien. Et les lecteurs de livres numériques sont souvent quand même des gens qui sont assez avisés, qui savent se dépatouiller, j'allais dire, avec la technologie. Après, ça rebute, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les retours qu'on a, le PNB, c'est quand même une catastrophe. C'est très complexe et c'est le parcours du combattant pour aller réussir à télécharger des livres. D'où je fais passer le message, l'objectif là de remplir l'enquête du ministère de la Culture pour faire remonter tout ça. Oui. C'est jusqu'à aujourd'hui, mais bon, ils vont peut-être laisser un délai supplémentaire. Sur le fait que les usagers vous font confiance et peut-être cette notion de confiance qui les amène à vous poser des questions qu'ils ne poseraient pas.
En effet. Du coup, quelques petites remarques, effectivement, différence entre bibliothèque et SAV en tout genre. C'est sûr que vous êtes toujours soumis à ce type de questionnement. On va peut-être regarder la petite vidéo et je vous propose de faire une pause et de nous revoir à 11h pour la deuxième Agnès, table ronde. on avait juste une main levée, c'était Nicolas. J'ai pas vu Nicolas. Nicolas, est-ce que tu as une question à poser? Oui, bonjour. Non, juste une remarque. Enfin, je souscris complètement à tout ce qui a été évoqué là sur les différentes difficultés par rapport aux ergonomies, aux services qui sont proposés. Toutefois, en fait, il y a aussi quelque chose, je trouve qu'on peut-être qui n'est peut-être pas traité, et peut-être effectivement à la faveur du confinement, pour certaines bibliothèques, là, quand on a un peu généralisé on va dire la validation automatique des publics. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait imaginer maintenant qu'on revient sur une marche normale, c'est plutôt d'avoir effectivement un compte qui soit validé automatiquement, mais qui a valeur de test pour je sais pas, 8 ou 15 jours, etc., à trouver le procédé, comme on peut le faire effectivement pour faire le pendant quand on est sur n'importe quel service numérique, que ce soit en musique ou en cinéma. On ne doit pas attendre que la bibliothèque soit ouverte 3 ou 4 jours après pour que son propre compte soit validé. Donc, il y a quelque chose, je trouve, qui est asynchrone et qui n'est pas vraiment dans l'air du temps avec le service qu'on propose sur une immédiateté. En fait, cette promesse-là, elle n'est pas tenue. Et on promet un service numérique qui, finalement, on va être accessible que 3, 4, 5 jours en fonction des horaires d'ouverture de la bibliothèque, etc. Alors, c'est important que le public vienne en bibliothèque, oui, mais après tout, s'il vient une fois par an pour renouveler son adhésion, c'est très bien, mais qu'il y ait peut-être une phase où on fait confiance au public, et puis il viendra dans les 8 ou 15 jours pour adhérer une bonne fois pour toutes. Effectivement, c'est une bonne remarque. Je pense qu'il y a du progrès à faire là-dessus. Alors, je sais que certaines bibliothèques ont pérennisé déjà les inscriptions en ligne, mais il y a toujours ce côté validation d'inscription. Donc, on se préinscrit en ligne et ensuite, il faut quand même passer en bibliothèque pour... Alors, nous, je sais qu'à Rouen, par exemple, on avait réfléchi à est-ce qu'on fait une inscription spéciale ressources numériques. Donc, voilà, c'est en cours. Et là, c'est plus immédiat, en fait. Il y a une question, Fabien, pouvez-vous nous donner plus d'infos? Je vais renvoyer le lien. Ouais. Effectivement, je vais renvoyer le lien directement dans le chat. Ouais. Merci. On peut passer à la vidéo peut-être, parce que c'est vrai que le patrimoine a eu... je signale que Le Havre a ouvert le site, la bibliothèque numérique patrimoniale Nutrisco pendant le confinement. Après le confinement, pendant la crise, là. Après. Voilà. Et donc, voilà, le patrimoine aussi, on en a très peu parlé ici, mais parce que je crois qu'on en parle plus tard, mais le patrimoine a eu un rôle essentiel pendant la crise. On se rappelle de la BNF et de ces petits créneaux de présentation de livres patrimoniaux, les bibliothèques numériques patrimoniales qui ont été fréquentées pendant la crise, etc. Des expos virtuelles, tout à fait. Nous, par exemple, à Rouen, on a fait notre première exposition numérisée suite à ces soucis, en fait, parce qu'on s'est dit que faudrait peut-être aussi donner accès à ceux qui ne peuvent pas venir aux expos virtuelles. Donc la crise a été déclencheur comme ça de mise en place d'expositions en ligne. Donc voilà, la création de Nutrisco et donc ces vidéos, comme va nous le montrer Le Havre. Ça devrait arriver, voilà. C'est bon le son ou pas? Ah non, oui, au début, il n'y a pas de son. Pardon. En 1769, Bernardin de Saint-Pierre, alors capitaine ingénieur, séjourne à Port-Louis, dans l'actuelle île Maurice. L'exotisme luxuriant et la nature bienfaisante de cette île lui inspirent son plus célèbre roman, Paul et Virginie, qu'il écrit en 1787. Au XVIIIe siècle, Paul et Virginie est si célèbre qu'il est décliné en toutes sortes d'objets, assiettes en porcelaine de Creil, tentures en toile de Jouy, pare-feu ou encore ce magnifique éventail de nacre.
Depuis le XIXe siècle, la bibliothèque municipale du Havre alimente de nouveaux manuscrits son fonds Bernardin de Saint-Pierre et complète sa collection d'éditions de Paul et Virginie. En 2019, une opportunité exceptionnelle se présente. Un exemplaire unique au monde du roman est mis en vente. Ce n'est pas la magnifique reliure en maroquin cerise décorée, ni sa tranche dorée qui en font la richesse et la particularité, mais ces pages, toutes imprimées sur vélin, un parchemin fabriqué à partir de peau de veau mort-né, ce qui lui donne ce grain exceptionnellement blanc et fin. Née au Havre en 1607, Madeleine de Scudéry est la plus célèbre représentante du mouvement précieux, l'initiatrice des salons littéraires et réseaux d'amitié, mais aussi l'une des premières féministes. Son plus célèbre roman, Clélie, histoire romaine, publié en 1656, comprend une célèbre représentation cartographique de l'amour précieux, où les villages, lacs et montagnes portent des noms tels que Joli cœur, Petit soin ou encore Billet doux. Au soir de sa vie, Madeleine de Scudéry écrit de grands traités de morale et entretient une correspondance assidue avec des personnages influents du monde ecclésiastique, dont l'érudit et bibliophile Jean-Baptiste Boiseau. Elle compte également un certain nombre de correspondants établis au Havre et en Normandie. Comme j'ai des amis et des parents tout au long des côtes de Normandie, je sais tout ce qui s'y passe. L'inquiétude où j'étais du Havre où je suis né, et du Pays de Caux où j'ai un neveu à la mode de Bretagne d'un mérite distingué et plusieurs autres parents, m'ont fort occupé. Ça se termine un peu abruptement, mais c'est normal. Enfin, il devait y avoir un spot Ville du Havre à la fin, mais bon, bah, c'est de la fabrication maison. Mais en tout cas, ça a permis à plusieurs collègues qui travaillaient pas forcément ensemble de mettre leurs compétences en commun pour produire quelque chose que l'on puisse voir sur les réseaux à la place de voir in situ dans la bibliothèque.